Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va dévoiler la roue de la transformation. Qu'est-ce que c'est ça, Elisa? Pourquoi vous proposez ça? Déjà, je voudrais vous inviter à regarder la vidéo que je parle de mon histoire, de ma vie, qui s'appelle La roue de la transformation. Je suis Elisa Marceau, naturopathe, dentiste, spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je suis là pour vous aider à transformer des vies, la vôtre et celle de vos patients. Vem comigo! Vem comigo! Comme je vous ai dit, l'objectif aujourd'hui, c'est de dévoiler un peu cette roue de la transformation. J'insiste que vous allez regarder un peu de mon histoire, pourquoi je suis là, parce que humblement, je pense que je peux vous aider à transformer votre vie et celle de votre patient. Mais ici, on est là pour expliquer un peu cette roue de la transformation. Je vais commencer par l'évidence. L'évidence, c'est ce petit milieu ici, où c'est écrit transformation, où j'ai mis vous, les professionnels de santé, vous, les thérapeutes, et de l'autre côté, notre client ou notre patient. Remarquez bien que ce monsieur-là, qui est le professionnel de santé, il a les yeux bien ouverts, parce que c'est lui qui a la conscience, c'est lui qui sait pourquoi il est là au moins. La grande question, c'est ce centre d'attention qui devrait être ce patient, qui lui, il vient un peu avec les yeux fermés, parce que ce qu'il va vous raconter, derrière, il y a la vraie raison de pourquoi il est là, n'est-ce pas? Vous savez très bien qu'une personne qui vient pour chercher un traitement, il ne veut pas un traitement, personne ne veut un traitement. Est-ce que vous voulez un traitement? Évidemment que non. Derrière ça, il veut se sentir mieux, il veut se libérer d'une douleur, il veut être mieux dans sa peau, mieux dans sa tête. C'est ça que la personne veut. Elle ne vient pas chercher un traitement, malgré c'est ça qu'elle vous dit dans un premier temps. Donc, ce centre-là, on va résumer pour un mot, c'est le centre des émotions. C'est le rapport émotionnel que vous allez construire avec votre patient. Et là, il y a un autre mot très important, qui c'est le centre où on va construire l'empathie. L'empathie, c'est l'art. C'est l'art de se mettre à la place de l'autre. On dit même que je vais me mettre ses chaussures. Je vais mettre les chaussures de l'autre. Je vais essayer de comprendre l'autre. On va essayer de comprendre son point de vue. Comment il regarde le monde. Quelle est sa carte mentale. Pour ça, on a, je ne sais pas si vous connaissez, un outil qu'on va utiliser ici qui s'appelle la carte de l'empathie. Et là, on va savoir exactement les questions qu'il faut poser, comment on doit regarder le patient, parce que l'empathie est effectivement la porte d'entrée de la persuasion. Elle va faire con que votre patient soit confiant. Il va vous faire confiance. Il va écouter. Il va non simplement entendre, il va vous écouter. Et c'est très important. Tout ça, on est de professionnels, donc on utilise des techniques. Ici, on va utiliser des techniques de PNL, on va utiliser des techniques des intelligences multiples parce qu'on sait que les émotions, c'est extrêmement important. Comprendre l'émotion de l'autre, se met à la place de l'autre, comme disait Howard Gardner, qui c'est le maître des intelligences multiples. Donc lui, il dit, l'intelligence émotionnelle, c'est la porte d'entrée du succès de la personne elle-même, qu'elle va savoir maîtriser ses émotions, mais du professionnel qui est en face de ce patient, qui est là, il inquiète ce patient, il recherche quelque chose. Et c'est apprendre à traduire effectivement qu'est-ce que le patient veut, qu'on va utiliser ces outils. Et donc, on va
utiliser, on va comprendre quel est le modèle mental de ce patient. Est-ce qu'il a un modèle mental plutôt vers le positif? Est-ce qu'il y a un modèle mental plutôt vers le négatif? Mais ce n'est pas que ça. On va profondément connaître ce patient. Il y a la PNL, elle peut nous amener à poser de bonnes questions. La PNL, elle va montrer comment on pose des bonnes questions à notre patient. On ne demande pas, par exemple, le patient, ils ont un sens généraliste. Ils peuvent dire, par exemple, tout le monde me déteste. Et là, tout le monde et personne, c'est la même chose. Et donc, on va travailler ce mot « tout le monde ». Qu'est-ce que vous voulez dire par « tout le monde » ? Par exemple, est-ce que votre fils vous déteste? Est-ce que votre mari vous déteste? Est-ce que moi, je vous déteste? Ah non, je ne pense pas, vous ne me détestez pas. Donc, ce n'est pas tout le monde. Ça, c'est qu'un petit exemple. Mais on va vraiment faire une carte des émotions. Et c'est pour ça, parce qu'on ne peut pas commencer notre route de la transformation s'il n'y a pas cette l'art qu'on appelle empathie. Ce n'est pas possible. Donc, à partir de là, on va commencer à travailler notre roue avec les éléments que la personne va vous écouter beaucoup plus. Elle sera beaucoup plus attentive à ce que vous dites. Et on a ici des éléments qui sont des éléments qu'on appelle des éléments modifiables. Mais avant les éléments modifiables, c'est à nous de regarder ce patient sur le plan de la nutrition fonctionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la nutrition fonctionnelle, elle n'est pas une spécialisation. Ce n'est pas du tout comme, par exemple, l'endodontie, comme un diabétologue, comme un professionnel de la nutrition sportive. Elle a accès, elle est accessible, elle a un champ très large. Elle a accès à tous les professionnels de santé. Mais quel est le regard qu'on va voir sur ce patient? C'est ça qui va changer. Donc, le patient, s'il va venir avec une comorbidité, soit un diabète, soit un maux de tête, soit un maux à la gorge, soit une obésité, soit une prise de poids, n'importe. Une fois qu'on a compris derrière qu'est-ce qu'il veut, okay, et on va éclaircir ça à ce patient aussi, on va commencer à regarder les éléments qu'on appelle le nœud de la nutrition fonctionnelle, la matrice de la nutrition fonctionnelle. Et ça, ce n'est pas moi qui ai inventé. Hein. Ça a été créé dans les années 90. Et c'est le IFM, Institute of Functional Medicine, qui a créé ça. Et j'ai, moi, adapté tous ces éléments-là à la réalité de la France, à la réalité de mon patient et à ce que je pense qui manquait ici en termes de comment faire que tout ça soit mis en place dans la pratique. Donc, quels sont les points qu'on va commencer? On va commencer par ce nœud. Ce sont des nœuds fondamentaux. On va regarder si ceux nœuds qui font rapport les uns avec les autres sont équilibrés ou pas dans notre patient. Donc, le premier nœud, on pourrait parler de l'assimilation. Le nom, il dit déjà, assimilation, c'est comment on va assimiler le nutriment, l'alimentation, qui va passer par notre tube digestif, qui va passer par la bouche, qui va passer tout notre tractus gastro-intestinal, la bouche, l'œsophage, l'estomac, intestin grêle, côlon, jusqu'à l'élimination. Vous savez qu'il y a un monde de connaissances. Donc, il y a le tractus gastro-intestinal, il y a le processus de digestion, digestion mécanique, digestion chimique. Quelle est l'importance de cette digestion? Il y a la mastication, il y a la salivation. Tout ça est dans cette question. Et on va se poser des questions. Comment va la mastication de votre patient, la salivation de votre patient, etc., etc. Absorption, est-ce qu'il absorbe bien? Parce qu'il y a des gens qui prennent de la vitamine D et qui, quand on va mesurer, la vitamine D est très basse. Ou il prend un supplément de quelque chose et ça n'améliore pas.
Comment va son absorption? Ça veut dire quand on parle d'absorption, de capacité, on parle évidemment de perméabilité intestinale, n'est-ce pas? On va parler de l'élimination, de sa capacité d'élimination. Vous savez que le système nerveux sympathique, le stress, est complètement lié à notre sphincter. Il est lié aussi à tout le processus digestif. Donc, je sais que pour vous, peut-être, vous êtes en train de dire « Oui, bon, ça je connais, c'est répétitif. » Mais attention, parce que la proposition, c'est « OK, il y en a plein de vous qui vous connaissez la science parfaitement, mais peut-être vous ne savez pas comment appliquer cette science à votre faveur, que vous allez sortir du lot, que le patient sera enchanté avec vous, enchanté par votre connaissance, par votre empathie, et vous allez avoir beaucoup plus d'assurance pour ceux qui travaillent avec ça. Mais il y en a ceux comme mes collègues chirurgiens dentistes, comme beaucoup de médecins qui n'ont jamais essayé d'appliquer ça. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Et pour les étudiants qui sont encore en train d'étudier et qui s'ils avaient déjà cette notion au moins de cette route de transformation, ça serait effectivement magnifique pour changer la vie de je ne sais pas combien de personnes. Et donc, on va partir de ce nœud assimilation. Après, on va partir à un autre nœud qui a tout à fait un rapport, qui c'est défense et réparation. Évidemment, si je parle de défense, je parle de système immunitaire. Je pense tout de suite au coronavirus, évidemment. Je pense tout de suite à l'inflammation chronique de bas grade, comme si on était devant une cheminée, et cette cheminée qui commence à voir le petit feu là, et on a un tapis devant, et ce feu commence à faire de trous dans le tapis. Ça, c'est l'image la meilleure que je trouve de l'inflammation chronique. Pourquoi? Parce que le feu bas, c'est exactement l'inflammation, la présence de cytokines inflammatoires qui est en train de faire de trous sur le tapis qui est devant. Et c'est quoi le tapis? C'est nous, c'est notre corps. C'est ça l'inflammation chronique. C'est cette trépidation, vous savez, de la cheminée qui fait et qui va faire de petits trous. Et ces petits trous vont augmenter, augmenter, augmenter. Ça va diminuer la longévité de la personne. Ça va donner toute cette maladie des civilisations, de problèmes auto-immunes. Ça va donner des problèmes d'obésité. Attention, il y a un monde là-dedans. Et donc, on a défense et réparation. On a aussi, qui va un avec l'autre, cet organe qui s'appelle le microbiome, le microbiote, qu'on a le microbiote buccal, que j'insiste, que personne ne lui donne beaucoup d'importance. Les dentistes sont les premiers à ne pas lui donner de l'importance. On a des tests qu'on peut avoir, quel type de microbiote qu'on a au niveau buccal, qui va avoir un reflet là, sans compter le microbiote intestinal, qui là, c'est un autre monde à part. J'ai mis ici dans défense et réparation. Pourquoi? Parce qu'on avait, quand j'ai étudié des années en arrière, quand on a étudié les bactéries, on pensait que les bactéries étaient que des ennemis. Mais qu'est-ce qu'on est? On est nous. On a plus de bactéries que de cellules. Nous sommes des bactéries en fait. Et ce monde merveille de bactéries qu'il faut connaître beaucoup plus. Et je vous invite tous, de n'importe quel métier, dentiste, médecin, coach sportif, de connaître un peu de ce monde, de cet organe qui c'est le microbiote. Donc, il y a toute une relation, effectivement, du tractus gastro-intestinal avec notre système immunitaire. Ça, c'est évident. On a, au niveau de notre intestin, toute une barrière intestinale immunitaire. Après, on peut parler de l'énergie. On peut se poser la question, on a posé la question, quelles sont les conditions d'assimilation de mon patient, de cette personne-là? Quelle est sa condition immunitaire? Quelle est sa condition de réparer? On dit que
une mesure de la santé, c'est la capacité de réparation d'une personne. Un exemple très facile, vous passez une nuit blanche. Quelle est votre capacité de récupération? Si vous dépensez beaucoup de jours pour vous récupérer, ça donne déjà un signe que ça ne va pas, que ça va pas. Donc ça, c'est une façon. Réparation, c'est important. Et on sait que l'inflammation, l'idée d'inflammation, c'est l'idée de réparation physiologique. On inflamme pour réparer. Le problème, ce n'est pas inflammer pour réparer, c'est être dans ce bruit que je vous ai expliqué, toujours, que c'est l'inflammation chronique. Et là, je reviens au modèle de santé qu'on a aujourd'hui. On a un modèle qui est excellent pour l'inflammation aiguë, pour les états aigus. Le problème, c'est que la santé, le médecin et tout ce qui vient autour du médecin, on essaye d'appliquer ce modèle merveilleux, je répète, avec des chirurgies, avec des solutions que vous connaissez tous, mais on essaye d'appliquer un modèle aigu sur un modèle chronique. Et c'est ça qui ne marche pas. Parce que si on insiste, le modèle aigu, évidemment, il a beaucoup de médicaments, parce que c'est un modèle aigu. Il a beaucoup de chirurgie aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les modèles chroniques? Et c'est ça notre proposition. Notre proposition, c'est de ne pas aller contre le médecin, c'est d'aller main dans la main. Moi, que je suis dentiste, c'est de proposer au dentiste aussi d'aller main dans la main avec le médecin. Tout le monde main dans la main. Il n'y a pas un contre les autres. Nous sommes tous des êtres humains qui essayent, nous les professionnels, de résoudre le problème de cette petite personne qui est toute seule, désemparée, sans savoir, elle écoute A, elle écoute B, elle écoute C, parce qu'il y a 1 million d'opinions qui sont en train de se déchirer. Et là, je vous propose, peut-être, je rêve, on peut dire ça. Vous êtes une rêveuse, vous ne savez pas qu'est-ce que vous parlez, peut-être, mais je peux quand même avoir ma contribution de ce que je pense que c'est une contribution, une goutte dans l'océan. Et je vous invite à faire partie de cette petite goutte qui c'est la roue de la transformation. Passons maintenant à un sujet qu'on voit dans notre cabinet tout le jour. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Et là, beaucoup de patients vont nous dire, je ne sais pas, mais il me dit que c'est dans ma tête. Évidemment, tout passe par la tête. Mais évidemment que c'est pas, ça c'est une excuse de quelqu'un qui ne sait pas gérer la problématique de la fatigue, qui ne sait pas gérer la problématique du patient. Et donc le plus facile, c'est de culpabiliser le patient et dire c'est dans votre tête. Mais vous savez bien, non. Et si vous n'êtes pas capable de résoudre ce problème, celui-là d'assimilation, de défense, de réparation, parce qu'un coach sportif, par exemple, il n'a pas l'obligation de régler tout ça, mais il a l'obligation de savoir envoyer, remettre ce patient à quelqu'un qui sait régler ça. Et c'est pour ça que même que ce coach sportif ou cette personne, ce thérapeute, il y aura de la valeur pour ce patient-là, parce qu'il a fait, je vais vous envoyer à quelqu'un qui sait faire ça. Et le médecin pourrait faire la même chose, parce que peut-être c'est un maître, ce médecin, de tout ce qui est aigu. Il est le top de résoudre des problèmes aigus, mais il n'est pas le top de résoudre des problèmes chroniques, et c'est normal, on ne peut pas tout savoir. Demandez à Elisa, à moi, quelqu'un casse son bras ou sa jambe, et il vient chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, rien du tout. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais je vais l'envoyer à quelqu'un qui sait faire. Et c'est ça le réseau de professionnels. J'ai cette envie de construire dans la plateforme ce réseau de professionnels. Tous, coachs sportifs, tous les types de thérapeutes, médecins, dentistes, chiropracteurs, ostéopathes, et de faire vraiment pour que le patient puisse se trouver.
Ça veut dire que nous tous, on parle la même langue. Ça serait un objectif. Donc, l'énergie, elle va parler du métabolisme énergétique. Et là, je vous invite, pour ceux qui vont donner la solution, parce que cette empathie, c'est effectivement de chercher la solution pour le patient, qui parfois ne passe pas, ou la majorité, ou 100% de fois, elle ne passe pas par une action. Ce n'est pas moi qui va le faire, c'est le patient qui va le faire. Et c'est pour ça que l'empathie est importante. Est-ce que vous remarquez la différence entre un traitement aigu et un traitement chronique? Le traitement aigu, ça veut dire que si j'ai une blessure ici, je vais chez quelqu'un et c'est lui le responsable. C'est lui qui va couper, c'est lui qui va fermer, c'est lui qui va traiter la blessure. Le patient, il est passif dans ce cas-là. Si vous avez une blessure, okay, il n'y a rien que le patient va faire. Il va tout simplement faire ça. En revanche, quand on a, dans notre cas, tout ce problème de chronicité, ce n'est pas vous qui va faire. Vous allez, au travers de l'empathie, changer pas mal de paramètres qui sont changeables dans la vie de ce patient, mais ce n'est pas vous qui va changer, c'est le patient qui va changer. Vous allez tout simplement lui montrer le chemin. Et si ce patient, il ne vous fait pas confiance, vous n'avez pas mis vos pieds dans ce chaussure, ça ne va pas marcher. Et donc l'énergie, on va connaître, il faut connaître ici, tout ce qui est métabolisme énergétique. Est-ce que vous connaissez avec le détail, avec tout ce qu'on a besoin en termes de micronutriments et tout ça, de glycolyse, de cycle de Krebs, respiration oxydative, respiration cellulaire ou phosphorylation oxydative, cétogénèse, lipogénèse, lipolyse, tout ce qui est autour de ce métabolisme énergétique, sans compter la dame principale qui est la mitochondrie. Il faut la connaître bien. Pas que c'est un centre énergétique, ok, et qui produit d'ATP, ça tout le monde le sait. Mais quoi faire? Comment améliorer ce pool mitochondrial? Qu'est-ce qu'on peut effectivement faire? Et est-ce que vous êtes d'accord que cette énergie est liée à ma capacité immunitaire, qui est liée à ma capacité d'assimilation? Donc, vous comprenez que la difficulté, si on étudie chaque sujet séparément, oui, ça va. Le problème, c'est de faire le liaison. Et ce liaison que je vais vous montrer au fur et à mesure. La biotransformation, quelle est la capacité de notre patient de détoxification? Parce qu'on ne va même pas parler de tout ce qu'il y a autour de nous qui nous intoxique. En commençant déjà par le médicament. On a le médicament, on a l'alimentation, on a les amalgames, que les dentistes devraient réfléchir beaucoup sur ça. Tout ce qu'on met dans la bouche de quelqu'un en termes d'odontologie, c'est quelque chose de faux, ça c'est clair. Et donc, ça a un impact sur le corps. Les implants, tout ça. Et la détoxification hépatique et l'élimination rénale sont des sujets au cœur de cette transformation. Mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est que donner une plante pour le foie, comme ça, pour détoxifier, c'est pas ça la nutrition fonctionnelle, mais pas du tout. Parce que la nutrition fonctionnelle, je suis en train de regarder chaque nœud de cette nutrition fonctionnelle, mais je ne vais pas parler de ce qu'on va faire avant, au même moment qu'on est en train de créer cette alliance thérapeutique avec notre patient, il y a d'autres choses à faire que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, je vais que finir le nœud. Donc, il y a la biotransformation, il y a le transport. Le transport, ce sont les conditions des artères, les veines, le système lymphatique, la santé cardiovasculaire qu'on parle tout le temps. On parle tout le temps. Le fameux LDL, HDL, le fameux arrêter le processus de cholestérol, etc. Le système lymphatique, qu'on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup de ce système-là. Donc,
La santé cardiovasculaire, le nom il dit déjà, hein, cardiovasculaire. Notre pompe principale, il faut la connaître avec profondité. Il faut savoir comment la machine cardio marche par rapport à tout ça. La communication, c'est effectivement les neurotransmetteurs et les hormones. On a des hormones peptidiques, on a des hormones lipidiques comme tout ce qui est des hormones sexuelles. Le cholestérol va jouer une fonction importante là. Donc, c'est notre système nerveux. Et là, on va faire une liaison avec l'assimilation parce qu'on a notre système nerveux entérique, n'est-ce pas? Et tout ça, il y a aussi l'intégrité structurelle, qui c'est l'intégrité de membranes. Vous imaginez combien de membranes il y a dans notre corps? Membranes cellulaires, membranes des organites, et sans oublier notre système musculaire et notre système articulaire. Un grand mot pour les chiropracteurs, pour les ostéopathes, qui restent dans cette optique-là, musculaire, articulaire, et ne sort pas. Et il ne sort pas. Il ne fait pas un voyage par l'assimilation, par la défense, par l'énergie. Vous voulez être quelqu'un, ostéopathie, j'ai fait 2 ans d'ostéopathie. Visitez ma vidéo de mon parcours professionnel. J'ai fait 2 ans d'ostéopathie et je n'ai pas, dans ce parcours-là, vu personne, aucun professeur parler de nutrition. Je vous dis franchement, parler de nutrition dans ce terme-là, en train d'avoir vraiment une notion globale de cet être humain, mais plutôt beaucoup d'insertion musculaire, articulation, de fascia. Fascia, ok, mais je vous invite à évoluer dans ce sens-là, connaître tous ces nœuds qui sont des points hyper importants. On a regardé un peu tous ces nœuds qui sont les uns avec les autres, en train de... C'est ça les questions qu'on va se poser vis-à-vis de quelle est la condition d'assimilation, quelle est la condition de défense, réparation, d'énergie, de biotransformation, de transport, de communication et de structure et d'intégrité structurelle de cette personne-là. Mais avant tout ça, on avait parlé de créer une alliance thérapeutique, faire de l'empathie. Comment? Par des techniques qu'on va utiliser, de PNL, de psychologie positive, d'intelligence multiple, de l'analyse transactionnelle. On va faire la carte de l'empathie. Ça, c'est un sujet que je vous promets. Si vous voulez que je fasse la carte d'empathie, mettez en bas, Elisa, carte d'empathie, s'il vous plaît, que je vais préparer pour vous. C'est hyper intéressant, cette carte d'empathie. Donc, on a besoin de connaître quoi? Les antécédents de ce patient. On va lui demander les antécédents familiaux. Est-ce qu'il y a du diabète dans la famille? Est-ce qu'il y a du cancer dans la famille? Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère ou les grands-pères et les grands-mères sont décédés, ne sont pas décédés. Quelle est la faiblesse de cette famille? Le terrain de cette famille? C'est hyper important parce qu'on est là pas pour traiter la maladie. On est là pour évoluer dans le chemin de la santé. Et quand on fait ça, on traite la maladie. OK? Et donc, il faut connaître les faiblesses de cette famille, de ce patient. On va demander ses antécédents personnels. Qu'est-ce qui se passait? Quand on dit à la personne « Pourquoi vous êtes là devant moi ?» il va vous dire quelque chose. Et là, vous allez dire « À partir de quand que ça a commencé ?» Donc, il dit « Ah, il y a 6 mois. » Et là, on va chercher. Est-ce qu'il y a eu de problèmes, de choc émotionnel? Est-ce qu'il a eu quelque chose de violent, une perte, un décès, un divorce? Je ne sais pas. Donc, nous sommes des enquêteurs. Nous sommes des détectives qu'on va mettre tout ensemble pour aider ce patient. Ça veut dire que c'est impossible, hors de question, parce qu'il y a des professionnels qui veulent donner une réponse tout de suite au patient. Mais si on crée cette alliance, le patient va vous faire confiance et il sait qu'on ne peut pas avoir tous ces éléments dans son cou, résoudre tout dans son cou, parce que c'est une quête. Vous allez
vraiment travailler avec des questions profondes. L'enfance. Alors, quand j'ai mis là l'enfance, est-ce que je demande à tous mes patients l'enfance, la grossesse, l'accouchement? Non, ça va dépendre de pourquoi là, de son histoire, de qu'est-ce que, en tant que détective, on a quand même un sens par où il faut aller. En termes de santé, maladie infantile, traumatisme, comme je viens de vous dire, psychique, émotionnel, ça, par exemple, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que parfois, il ne va pas vous dire, parce que parfois, il ne pense même pas que ça soit important. C'est à vous, en train de créer cette alliance thérapeutique, d'établir cette empathie avec votre patient, d'avoir le plus d'informations le plus vite possible, okay, pour que ça soit effectivement effectif, que ça va transformer la vie de ce patient. Sinon, si vous êtes un prescripteur, que le patient, il va et revient, il va et revient, vous donnez une plante là, une plante à côté, et après il revient, il prend une autre plante, ça ne change pas la vie du patient. Ça ne change rien du tout. On est d'accord. Vous êtes dans les curatifs, comme n'importe quel médecin en train de prescrire un médicament. Il n'y a pas de différence. Donc, notre proposition, c'est de travailler plus en profondeur. Effectivement, ça dépend de votre métier. Vous allez travailler dans cette profondeur, dans cette profondeur, dans cette profondeur, ou dans cette profondeur. Ça va changer le profondeur. Mais vous allez quand même la notion de tout ça et vous allez vers qui vous allez envoyer ce patient. Parce qu'aujourd'hui, on a cette merveille qui c'est l'Internet. Vous voyez que les médecins se sont pliés à l'Internet. Il y a des consultations par Internet finalement. Et quand je parlais de ça, ça fait des années, tout le monde prenait pour une barjo. Je vous dis franchement. Et donc, vous voyez que nous tous, on peut augmenter notre clientèle par Internet, tout simplement. Et tout le monde va se mettre. Si ce n'est pas maintenant, ça sera dans le futur. Et pour les formations, pareil. Les formations présentielles, elles coûtent énormément. Il faut y aller, il y a l'hôtel, il y a des dépenses de tout. Et par Internet, vous êtes d'accord avec moi, que c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez regarder ça 1000 fois. Vous pouvez regarder quand vous voulez, si vous voulez. Vous pouvez aussi poser des questions beaucoup mieux que devant tout le monde. Donc, je ne sais pas. Pour moi, ça, c'est le futur. Alors, quelle génétique il y a ce patient, comme je vous ai dit? Parce que là, on va voir les SNP. On va voir single nucleotide, polymorphisms. Regardez un peu la vidéo de épigénétique et méthylation. Vous allez avoir un peu d'informations sur ça. Quels sont les médicaments que ce patient prend? Quelles sont les réactions? Obésité, anorexique? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Qu'est-ce qu'il a fait comme travail pour entrer dans cette partie de biotransformation, de détoxification hépatique du corps? Donc, le problème, à mon avis, c'est que peut-être vous connaissez un peu de tout ça. Mais comment mettre ça en place selon votre spécialité professionnelle? C'est ça la grande question. Et j'ai des réponses pour ça. Je peux vous aider. Donc, si je peux vous aider à mettre ça en place, c'est parce que je peux transformer la vie de votre patient. Je peux transformer, non. Je peux vous aider à transformer la vie de votre patient et la vôtre. Vous comprenez mon objectif? Et donc, il y a les antécédents qu'on vient de parler. Après, on a les déclencheurs. Ce qui a déclenché cette condition de déséquilibre. 6 mois précédents, c'est normalement par où on commence. C'est à partir de là que les choses ne vont pas bien. Comme je vous ai dit, émotionnel, divorce, travail, perdu son travail, un décès, tout ça déclenche le système, baisse le système immunitaire, déclenche le processus du système nerveux sympathique. Le sympathique prend le dessus du parasympathique. On aura des problèmes d'assimilation, on aura des problèmes d'énergie, on aura une baisse immunitaire, on aura des neurotransmetteurs, vous savez, tryptophane, qui est produit au niveau là,
qui va avoir un retentissement ici. On a l'insuline, la personne commence à manger beaucoup plus, l'insuline va augmenter. Vous voyez que tout est lié et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté. Donc, un autre médiateur contraceptif, non, pardon, je parle de déclencheur, toxines intestinales, métaux lourds, et là je reviens à mes collègues chirurgiens dentistes, polluants, pesticides, est-ce que lui, il a vécu par exemple dans le milieu agricole, il a toujours travaillé avec des pesticides. J'ai des patients aujourd'hui qui travaillent avec des pesticides. Comment on fait? On va lui dire d'arrêter de travailler? Il faut que cette personne soit beaucoup plus vigilante, n'est-ce pas? Régime, il y a de tout et de n'importe quoi. Tous les noms de régime au monde. Moi, je pense qu'il va falloir que vous pensez à une proposition très, très biochimiquement individualisée. Ce qui va pour un ne va pas pour l'autre. Et donc, il va falloir une connaissance de la biochimie pour proposer quelque chose qui a effectivement une solution pour le patient. Je ne veux pas faire des histoires, mais j'ai des patients qui ont passé par 4 gastro-entérologues et qui, quand ils viennent, je propose, après avoir fait tout ça, que je propose un chemin, une option. Le patient a une amélioration absurde et il me dit pourquoi il ne m'a pas dit ça. Et là, je vais répondre, je ne sais pas. Parce que les gastro-entérologues, ils sont hyper importants. Ils sont au cœur de ce problème d'assimilation. Je ne sais pas. Je vous invite, les gastro-entérologues, à connaître, tout simplement, à ouvrir votre esprit, à déconstruire un peu. Et peut-être cette folle qui est devant vous a un petit peu de raison. On verra bien, je ne sais pas. Changement de vie, problème d'argent, tout ça est dans de déclencheurs. Et qu'est-ce qui va avoir comme impact, qui va maintenir cette condition de déséquilibre? Donc, on a vu, je répète, les antécédents de la personne. On a vu qu'est-ce qui a probablement déclenché ce déséquilibre. Okay? Attention, arrêtez de dire ce qui a déclenché le diabète. Ce n'est pas ça. C'est ce qui a déclenché tout ce déséquilibre. Parce que le diabète, il va passer par déjà là, on est dans le monde de les émotions, n'est-ce pas? Ça va passer par maladie auto-immune, ça va passer par problème d'assimilation, ça va passer par les éléments que je vais parler à la fin, qui sont les éléments modifiables. On verra tout ça. Donc, les médiateurs, c'est ce qui va perpétuer cette situation. Cigarette, alcool. Alors, ça ne sert à rien de dire à ce patient, bon, c'est la cigarette, hein, vous arrêtez de fumer. Comment ça, vous arrêtez de fumer? Donc, il va falloir un travail. Si vous n'êtes pas capable de faire ce travail, d'arrêter la cigarette, vous passez la main à quelqu'un. Parce que cette personne, soit Paul, soit Marie, elle a besoin d'arrêter la cigarette. C'est condition sine qua non. Donc, votre travail ne fait pas de sens si ce patient n'arrête pas la cigarette. Et le plus important, il faut qu'il soit d'accord pour vouloir arrêter de fumer. Et ça, c'est votre travail. Ça, c'est le travail du coach sportif. C'est le travail de ceux qui travaillent avec PNL, du médecin, du dentiste, du ostéopathe, du pharmacien, de tous. Parce que comme ça, ce n'est pas de culpabiliser le patient, mais de mettre à sa place. Moi, je suis une ex-fumeuse. Hein? Pourquoi j'ai fumé autant? Parce que je voudrais... L'anxiété, ça me calmait. Donc, quel est le problème d'anxiété d'Elisa? Je sais aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce que c'est le problème d'anxiété d'Elisa? C'est le perfectionnisme. Elle veut être parfaite. Elle ne veut pas commettre de fautes de français devant vous. Elle veut que tout soit le meilleur, le plus... ça, c'est Elisa. Et donc, maintenant, ça, c'est mon démon. C'est la voix là qui dit « Ah, mais c'est pas parfait, tu peux pas le faire. » Mais j'ai appris que je fais quand même.
c'est mieux de faire que de ne pas le faire. Donc, il faut voir que cette transformation qu'on va faire, elle ne passe pas que pour l'autre. Nous aussi, on est bien là-dedans. Il fallait remercier à nos patients parce qu'eux, ils nous aident à nous transformer nous-mêmes. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et donc, ce médiateur. Alors, contraceptif, ok, il y a de gens qui ne conçoivent pas que la pilule est quelque chose de délétère. Excusez-moi, mais c'est délétère. Je vais dire à la personne de ne pas le prendre, c'est pas ça. Mais il faut accompagner. Il faut accompagner. Parce que aussi rentrer dans une inflexibilité totale et dire non, je suis contre la pilule, vous allez perdre le patient. Parce que vous n'avez pas mis vos pieds dans ses chaussures. Ça ne passe pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut contourner pour une personne qui va avoir des déficits en vitamines, qui va avoir des déficits en nutriments, micronutriments importants parce qu'elle prend des contraceptifs? C'est de faire une complémentation, c'est de mesurer, c'est de changer son alimentation. Enfin, médicaments. Bon, médicaments, je ne sais même pas quoi dire. Parce qu'il va falloir créer une alliance avec le médecin aussi. Et ça, c'est la chose la plus difficile au monde. Je le conçois. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formatés, leur vision du monde, c'est je donne des médicaments. Si je ne donne pas de médicaments, le médecin, il est un peu perdu. Et pour le médecin, peut-être vous êtes médecin, être d'accord avec ça, qu'un médecin peut être perdu, pour lui, c'est inconcevable. Donc, c'est une démarche que chaque personne va faire. J'ai des élèves médecins, beaucoup, qui ont eu cet esprit ouvert et qui ont commencé à travailler. Et dire, peut-être, je peux donner au corps une chance. OK? Alors, carence nutritionnelle, pour plusieurs raisons. Chirurgie bariatrique, par exemple, okay? C'est un médiateur. Épuisement, notre TREG, qui donne notre immunité, comment va les TREG? Si vous ne connaissez pas, ça c'est effectivement dans la partie de notre système immunitaire. C'est les T régulateurs. Tout ça, il faut connaître. Et le fameux MOJI, que comme j'étais une passionnée de la biochimie, qui j'appelle la biochimie vraiment individualisée. Quelle est la condition d'oxydation de mon patient? Ça, c'est le stress oxydatif. Quelle est la condition de glycation de mon patient? Quelle est la condition de l'inflammation? Et quelle est la condition de méthylation? Donc, tout ça va embrasser tout ce nœud. Donc, vous comprenez qu'on a... Pardon. Donc, vous comprenez qu'on a le côté science, qui est tout ce que je viens de vous parler, en termes de biochimie individualisée, de nœuds qui vont se mettre en rapport. Il y a la partie, qui c'est cette partie modifiable, qui c'est ce qu'on va travailler avec le patient, parce que lui, il peut modifier ça. Mais il ne va pas modifier si vous n'êtes pas convaincante, si vous n'avez pas l'art de la persuasion. Il faut qu'il change activité physique, mouvement. Il faut changer alimentation, nutrition. Il faut sommeil. Il faut travailler son rapport avec son travail, avec sa famille, avec la nature. Il faut changer aussi, lui montrer comment gérer son stress et pas avoir du stress, ça n'existe pas. Donc, et là, vous pouvez me demander, mais Elisa, et vous-même? C'est ça mon travail avec moi-même. C'est de me travailler tout le temps avec ces éléments qui sont modifiables. Nous tous, en fait, on est tous dans le même bateau. Sauf que nous, les professionnels de santé, on va faire de la persuasion, mais avec éthique. On va influencer ce patient vers la santé et pas en train de régler sa maladie. Même les médecins. Parce que le médecin, une fois qu'ils ont traité la partie aiguë, on va appeler le patient et dire « Attendez, j'ai réglé le problème aigu, maintenant, on va recommencer notre histoire. » Et donc, ici, je vous ai mis la partie l'art. C'est quoi?
c'est le modèle mentaux que je vous ai parlé déjà. C'est l'andragogie parce qu'il va falloir, c'est d'une beauté ce modèle, je trouve, excusez-moi. C'est que l'andragogie, c'est comment les adultes apprennent les choses, apprennent. Comment les adultes vont apprendre les choses, que c'est complètement différent de la pédagogie, n'est-ce pas? Un adulte, il ne va pas apprendre s'il ne voit pas de sens dans cet apprentissage, s'il ne croit pas. Il va oublier. Il est sélectif, déjà l'enfant aussi. Mais les adultes encore plus, ils ont des filtres, ils ont aussi de croyances limitantes. Donc, apprendre à apprendre, ce sont des techniques que je vais vous proposer dans la plateforme Académie. Il y en a déjà que je vais vous proposer comment apprendre tout ça d'une façon vite, mais comment aussi vous allez faire votre patient apprendre pourquoi de l'activité physique. Quelle alimentation c'est mieux pour lui? C'est pas de lui dire, vous allez manger A, B et C. Non, c'est lui qui va faire l'analyse de sa propre alimentation à partir de l'éducation que vous avez donnée à ce patient. Et donc lui-même, il va être capable de dire ça, c'était bien. Ça que je fais, c'est pas bien. C'est ça le but du jeu, qu'il devient indépendant et pas dépendant de vous. Il n'y a aucun sens. Et vous me croyez, vous pouvez me croire, ce patient, il sera fidèle à vous pour toujours. J'ai des patients qui ça fait 7, 8 ans qui sont avec moi. Vous pouvez me croire. Je vais essayer de vous présenter ce patient-là. J'essaye, parce qu'en France, les choses sont un peu compliquées. Mais je vais essayer, je vous promets. Après, il y a cette histoire que j'appelle marketing éthique. C'est que comment vous, naturopathes, et là je pense vraiment aux naturopathes, et la concurrence, elle est énorme. Comment je vais augmenter ma clientèle? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais vous poser quelques questions. Parce que si vous n'avez pas une personne, quelle est la personne? Ça veut dire, la persona, c'est votre avatar. Vous voulez travailler avec qui? Vous ne pouvez pas, comme je vois, travailler avec enfants, adolescents, mères, personnes âgées. Vous prenez tout. Donc, vous n'avez pas une spécialité. Vous travaillez avec femmes, vous travaillez avec les hommes, vous travaillez avec femmes ménopausées parce qu'on peut établir des niches et on peut établir aussi des sous-niches. Et on peut aussi utiliser la carte que je vous avais dit ici, qu'on va utiliser, la carte de... Pardon. Et on peut utiliser aussi la carte de l'empathie pour établir aussi votre niche et votre sous-niche. Et quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour augmenter votre clientèle? C'est ça le but du jeu. Évidemment que cette personne, ce professionnel, il aime changer la vie, transformer la vie de l'autre. Mais il va falloir qu'il il a aussi des conditions, de bonnes conditions pour vivre. Et là, je vais inclure le médecin, le dentiste, que tout le monde pense qu'il gagne des horreurs. Peut-être, mais un coût, c'est que je vois des médecins, je vois tout le temps, qui travaillent du matin au soir. Il sait 25 minutes pour chaque personne. Est-ce que ce médecin veut vraiment ça? Est-ce que c'est ça son objectif de vie? Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant pour lui de transformer de vie et que cette vie, cette personne valorise plus son travail et qu'il ne soit pas accroché comme ça à la sécurité sociale en disant ça c'est payant, ça c'est pas payant, ça c'est payant, ça c'est pas payant. Okay? On sait que les gens ont des difficultés, mais on peut contourner ça. On peut aussi aider à cette personne de mieux vivre, mieux gagner sa vie, parce que peut-être il ne fait pas la bonne chose. Il y a des psychologues qui peuvent nous aider. Les psychologues aussi, il n'y a pas un psychologue que je connais qui connaît ça. Je ne comprends pas. Une personne qui s'occupe de là, comment elle ne connaît pas ça? Parce que si on va faire de tout ça simple, un pilier simple, c'est 3 piliers. La tête, l'assiette et le basket. La tête, toutes les émotions, tous les psychismes,
tous les vécus, tout le non-dit, c'est la tête. L'assiette, c'est notre alimentation, c'est notre nutrition, c'est notre capacité d'absorption, c'est notre méthylation, c'est notre glycation, c'est nos choix alimentaires, c'est notre responsabilité vis-à-vis de cette alimentation, de cette assiette. Parce qu'une fourchette que vous mettez dans votre bouche, vous êtes en train de donner plus de vie à vous-même ou en train de diminuer votre possibilité de vie. Et quand je parle de vie, je parle de qualité de vie. Je ne parle pas de ne pas reconnaître les gens, d'avoir de couches, ce n'est pas du tout ça. Donc, je parlais de la tête, de l'assiette et du basket. Qu'est-ce que vous faites pour bouger, pour créer un peu plus de muscles? Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. C'est très facile, c'est très simple à comprendre. Vous comprenez que ça sont les éléments modifiables. Le problème, c'est pas comprendre. Comprendre, c'est facile. Comprendre, c'est simple. Mais va le faire. Là, ce n'est pas facile. Donc, si j'adore donner cet exemple. Vous avez d'un côté une montagne, de l'autre côté une autre montagne. Vous avez au milieu un abysme. Je vous explique. Vous allez traverser de cette montagne à cette montagne-là par une corde avec un pied après l'autre. Montagne, montagne, corde. Et vous allez traverser. Et ici, c'est l'abysme. Vous avez compris. Mais faites-le. C'est ça. Modification des habitudes. Donc, il y a des techniques. On peut commencer par de modification de petites habitudes. On peut tout faire. Mais, pour tout faire, il faut absolument créer cette alliance thérapeutique. Il faut que votre patient vous fasse confiance. Sinon, ça ne va pas marcher. Il ne va pas vouloir changer ces éléments parce que votre discours n'est pas convaincant. J'espère que mon discours, j'espère sincèrement que ce discours-là vous a fait quelque chose. Que j'ai créé avec vous une alliance, pas thérapeutique, mais une alliance que vous commencez au moins à se questionner. Peut-être Elisa a un peu de raison. Peut-être il va falloir que moi, en tant que professionnelle de la santé, que je vous considère tous et que j'ai beaucoup de respect, peut-être il faut commencer par connaître tout ça. À bientôt e vem comigo.